Bonjour et bienvenue à tout le monde. Et en tant que membre de l'Académie royale de médecine, je suis ravi de pouvoir introduire cette conférence du Collège Belgique. Un petit mot d'introduction que je ferai assez bref. Donc ce thème de la vaccination, alors qu'on n'a jamais eu à portée de main autant de connaissances scientifiques et qu'elles ne se sont jamais développées avec autant de vitesse dans le domaine de la vaccination, et alors que les données épidémiologiques depuis belle lurette ont pu démontrer à quel point la vaccination était un enjeu de santé publique considérable, eh bien, le monde de la santé fait face à une difficulté auquel peut-être, un peu naïvement, il ne s'attendait pas réellement, avec une opposition de plus en plus manifeste émanant de la population au sens large face aux stratégies vaccinales qui leur sont proposées et qui mélangent fausses croyances, fake news, méconnaissance médicale dans une soupe un peu étrange. Et donc, ça veut dire aussi que le monde médical n'a pas d'autre choix que de sortir de sa tour, peut-être, et d'utiliser un langage plus perceptible, plus dans l'air du temps pour soutenir les stratégies vaccinales. C'est ce thème ô combien important qui va vous être présenté aujourd'hui par deux orateurs particulièrement concernés et pointus dans le domaine. Tout d'abord, le professeur Pierre Smesters, qui est pédiatre. En général, comme vous savez, les pédiatres, ça les concerne beaucoup. Médecin diplômé de l'UCL en 2000, docteur en sciences médicales de l'ULB en 2007, qui cumule déjà une longue carrière scientifique puisqu'il a été chargé de recherche au FNRS, il a effectué un séjour de plusieurs années au Children's Hospital et Murdoch Children's Research Institute à Melbourne. Il est actuellement directeur du laboratoire de bactériologie moléculaire de l'ULB. Carrière qu'il cumule à une grande expérience clinique qui l'a amené aujourd'hui à la tête du département de pédiatrie de l'UDERF, donc l'hôpital universitaire des enfants Reine Fabiola. Il est également professeur de microbiologie, professeur de pédiatrie à l'ULB. Et ses sujets de prédilection sont à la croisée du streptocoque du groupe A. Pour les profanes en la matière, c'est une bactérie qui est un agent de pharyngite, un agent d'infection cutanée qui peuvent être parfois sévères, et d'un tas d'autres tableaux cliniques d'ailleurs, et de la recherche vaccinale sur cet agent infectieux. Il est l'auteur d'environ 75 publications. Je n'ai pas réussi à compter dans son CV toutes ses autres activités de peer review, d'experts, de porteurs de collaboration internationale, d'organisation de meetings, etc. Et alors il sera accompagné par Madame Maude Rouillet, spécialiste de la communication d'entreprise et institutionnelle, experte en création de contenu pour soutenir les objectifs d'une organisation vers ses interlocuteurs et qui est actuellement responsable de la communication de l'UDERF, fonction qu'elle exerce depuis 4 ans maintenant, et qui succède à plusieurs autres postes dans le domaine de la communication, que ce soit dans d'autres structures hospitalières ou dans des agences de communication. Et elle est titulaire d'un master en communication des entreprises et des institutions délivré par l'ULB en 2017. Voilà, je vous passe la parole. Je ne sais pas comment vous voulez procéder. Je vous en prie. Merci Baudouin. Bonsoir à tous. On est vraiment très content d'être ici. Merci pour l'invitation pour aborder ce sujet qui nous concerne tous, qui nous perturbe un petit peu aussi, clairement, et pour lequel Maude et moi avons mené différentes actions, essentiellement au sein de l'hôpital des enfants. Et c'était vraiment très intéressant d'avoir ce dialogue basé sur des expertises professionnelles différentes pour travailler ensemble. Et donc on avait envie de vous présenter ça comme un dialogue croisé entre nous deux. Donc pour commencer, je vais vous présenter une petite vidéo. What am I? Beyond count many lives I have saved. My reach is from young to old, and even to those not yet born. I am your best friend in the battle against infectious disease. I am a right
a personal decision and a collective responsibility, and one of the greatest public health breakthroughs of our time. What am I? Immunization. Prevent. Protect. Immunize. Donc ça, c'est un petit film qui a été fait par l'OMS pour la semaine qui a lieu chaque année, au printemps, je crois que c'était il y a 2 ou 3 ans. Et c'est un film qui résume quand même assez bien pas mal de concepts. Les chiffres, c'est 2 à 3 millions de morts évitées chaque année. Donc la vaccination sauve des vies chaque année. Depuis longtemps, on le sait, ces données sont absolument claires. Elles sont contestées par personne. Une autre façon de regarder ça, c'est les Disability Adjusted Life Year, donc des années de vie corrigées des facteurs d'invalidité. Donc c'est une façon de quantifier en années une qualité de vie. Donc ça tient compte à la fois de la morbidité et de la mortalité. Et vous voyez à gauche le coût par année de vie sauvée en dollars. Vous voyez à $9 pour étendre le programme de vaccination chez l'enfant. Donc vous mettez $9 dans un programme de vaccination et vous gagnez une année de vie. Par rapport à un comptage coronarien que je serais très content d'avoir le jour où j'en aurais besoin, mais qui coûte $25 000 pour avoir la même année de vie en plus. Personne n'argumente pour avoir des centres de coronographie et d'intervention cardiaque magnifiques, et on en a et c'est très très bien. Et par contre, il y a un débat sur la vaccination qui est présent, qui est relayé dans les médias, et qui est la vaccination, oui, coûte cher, mais elle est assez efficace et elle est cost effectiveness, comme on dit maintenant dans les évaluations. Une autre figure que je trouve parlante, qui a été publiée dans Science il y a quelques années, il y a 2 ans, qui montre la taille des cercles en bleu, la prévalence des différentes maladies. Le cercle brun, c'est l'introduction d'un vaccin et la diminution de l'incidence de ces maladies suite à ces vaccins. Pour certaines vaccinations, c'est juste magnifique, parfait. Pour certains, d'autres, c'est un peu plus compliqué. Pour pertussis, ça a magnifiquement fonctionné. Donc, je vais peut-être essayer d'avoir un pointeur. Voilà. Donc, pour pertussis, pour la coqueluche, ça a très très bien fonctionné, mais ici, on a de nouveau certains soucis. On a des taux de coqueluche qui augmentent depuis quelques années. Et donc, c'est un combat qui n'est pas gagné indéfiniment. Mais globalement, ces figures montrent l'impact majeur que les programmes de vaccination ont eu sur ces maladies. Une autre figure du CDC qui est assez exemplative du nombre de cas estimés, de la morbidité avant la vaccination et après la vaccination, avec une réduction de ces maladies qui est absolument claire et qui n'est contestée par pas grand monde de raisonnable. Alors ça, c'est un livre relativement récent, écrit par un auteur assez fameux, et qui décrit l'épidémie de polio à New York en 1944. C'est un jeune qui travaille dans des camps pour enfants, qui n'a pas été se battre à la guerre parce qu'il a un problème physique, et puis il voit les gens tomber comme des mouches autour de lui parce qu'il y a la polio, plus personne ne sort, les enfants ne veulent plus aller jouer dans la rue. Et il y a vraiment, on sent quelque chose que je n'ai pas connu personnellement, mais on sent cette peur de cette maladie et des impacts que ça peut avoir dans une ville comme New York. C'était la même chose à Bruxelles à la même année. Et ça, c'est une photo 10 ans plus tard, en 1955, aux États-Unis. Et la file qu'on voit ici, excusez-moi, la file qu'on voit ici, c'est pas pour le dernier iPhone, mais c'est pour le vaccin contre la polio. Et donc là, dans un tel contexte, il est sûr que quand on a vécu, qu'on a dans nos tripes cette peur de la maladie, il y a un vaccin qui arrive et il y a un engouement qui est présent, même s'il n'y a pas que de l'engouement, et Maud va vous en parler bientôt. Et pourtant, ça c'est à gauche un tweet de Trump il y a 2 ans ou 3 ans, je crois que c'était en 2016, qui dit que la vaccination cause des épidémies d'autisme, alors qu'on sait parfaitement que c'est une fausse nouvelle, c'est une fake news, comme on dit, ça n'a aucun sens. Je n'ai pas énormément d'acquaintance avec cet homme, mais quelque chose que je lui reconnais, c'est d'avoir la capacité de dire ce que les gens veulent entendre. Et donc si en 2016 il tweet encore ça, c'est que malgré qu'on sache que la science a démontré qu'il n'y a aucun lien entre le vaccin RRO et l'autisme, malgré tout il y a encore beaucoup de gens qui le croient. Et ça reflète ce que Baudouin disait en introduction. On a, nous les professionnels de la santé, un boulot à faire et qui n'est pas simple de faire. Et puis ça, c'est une illustration qui m'a été un jour envoyée par des étudiants et que je trouvais assez intéressant, un parallélisme entre
vaccination et l'homéopathie. Et donc, on a cette perception et cette compréhension maintenant relativement claire qu'il y a, avant la vaccination, c'est New York en 1944, beaucoup de maladies. Un vaccin arrive, c'est une excellente nouvelle. La couverture vaccinale augmente. C'est un succès de tous les gens qui implémentent ce genre de choses. Et donc la maladie disparaît. La vaccination n'est pas parfaite. Rien de ce qu'on fait en médecine n'est parfait. Il y a certains effets secondaires ou hyperréactivité ou certaines choses qu'on ne souhaiterait pas avec la vaccination. C'est rare, on le contrôle, mais ça existe. Et on arrive à une situation qui est un peu ce qu'on vit maintenant, où on a des bons taux de couverture vaccinale, on ne connaît plus tellement la maladie, on a un peu oublié tout ce qu'on avait gagné avec la vaccination. Il y a certains problèmes réels, d'autres fantasmés avec la vaccination. Et il y a des crises de confiance avec des chutes de couverture vaccinale et avec des épidémies qui sont sur le retour. C'est quelque chose qu'on vit aujourd'hui avec la rougeole, par exemple, en Belgique. Et donc, ce phénomène, on ne le connaît que trop bien maintenant. Et un des enjeux, c'est comment éviter de devoir avoir ces épidémies, de devoir avoir un retour des maladies pour regagner, je dirais, une confiance du public et un renforcement des programmes de vaccination. Alors cette année-ci, vous l'avez probablement entendu parler, l'OMS a décrété l'hésitation vaccinale comme une des 10 plus grandes menaces pour la santé de l'humanité. Alors ça montre quand même que l'enjeu est global, il n'est pas belge, francophone, français ou il est vraiment mondial. Les difficultés sont probablement différentes selon les régions du globe, et on va vous présenter différents exemples. Mais donc, il y a depuis maintenant 10-15 ans certainement beaucoup d'éditoriaux, des plus grandes revues qui comprennent qu'on est face à un problème important et qu'il y a quelque chose probablement à réinventer par rapport à cette problématique. Et dans la série de ce genre de papier, le dernier est sorti il y a une semaine dans le Lancet Infectious Disease et offre un plan d'action, un résumé, je dirais, de la situation qui est intéressant et qui montre combien cette thématique est encore fort présente. Alors bien sûr, l'hésitation vaccinale, c'est pas blanc-noir. On a tous des nuances, il y a vraiment un continuum, il y a les gens qui n'ont aucun doute, qui sont convaincus que la vaccination est bonne et qui sont contents de vacciner les enfants. Il y en a beaucoup, il ne faut pas les oublier non plus, il faut continuer à les renforcer dans cette croyance-là. Il y en a qui ont des questions simplement sur un vaccin ciblé ou sur une façon de faire, où je veux bien le vaccin mais je le veux un peu plus tard, ou celui-là je ne le veux pas, ou simplement dites-moi docteur, est-ce que c'est vraiment bien, est-ce qu'on ne vaccine pas trop, ou est-ce qu'on ne surcharge pas le système immunitaire, ou est-ce que vraiment tout ça est bien contrôlé. C'est simplement des questions, ils acceptent mais ils ont des questions, et je pense qu'un des défis c'est de réussir d'une manière ou d'une autre à répondre à ces questions, parce que bien souvent c'est pas compliqué à répondre. Et puis il y en a qui acceptent, mais pas tout, ils acceptent certains vaccins mais ils refusent l'un ou l'autre, ou ils postposent, et ça pose certains risques parce que l'âge de la vaccination il n'est pas choisi au hasard, il est choisi au moment le plus adéquat pour protéger de la maladie. Et puis on a vraiment un peu les extrêmes, les vaccine deniers ou les vaccine refusers qui sont vraiment complètement anti-vaccination, qui sont ceux parfois actifs sur les réseaux sociaux, qui ont des associations et qui, eux, sont dans une démarche qui est assez extrême, qu'il est assez difficile de discuter avec ces gens, et il y a là une part de malhonnêteté intellectuelle, il y a de la falsification de données, il y a des références qui sont changées, il y a des figures de papier qui sont prises et puis on change le moment d'introduction du vaccin. Donc il y a du lourd et du malhonnête pur et dur, je dirais là-dedans aussi. Il y a notamment aussi des papiers récents qui ont montré qu'il y a aussi probablement ou potentiellement certaines manipulations d'ordre politique. Il y a sur Twitter et sur les réseaux sociaux, il y a des bots, donc des machines qui relaient les messages anti-vaccination, qui sont bien construits par quelqu'un dont les intentions ne sont pas tout à fait claires. Alors l'hésitation vaccinale, elle se définit comme le délai dans l'acceptation ou le refus malgré la disponibilité.
Donc il y a, même en Belgique, on a un formidable programme de vaccination. De temps en temps, il y a un vaccin qui a des soucis de disponibilité. Et on a toutes des solutions qui se mettent en place, mais c'est globalement rare chez nous. Dans d'autres régions du globe, il peut y avoir une difficulté à accéder à ces vaccins. C'est en dehors de l'hésitation vaccinale. On prend le concept quand le vaccin est disponible. Et ce qui est vraiment important, c'est que c'est hautement complexe, et c'est ce qu'on voudrait un peu partager ce soir, mais que c'est aussi spécifique d'un contexte. On est dans un pays, la Belgique, où on a deux communautés et où la réalité est très différente. Ce qui se passe en Flandre, ce qui se passe en Wallonie, ce qui se passe à Bruxelles est différent. Et même au niveau francophone, il y a des données qui arrivent au niveau des provinces, et on va voir que le Brabant wallon n'est pas la même chose que le Hainaut ou la province de Liège. Donc les réponses à apporter à ces questions-là sont probablement différentes et elles varient avec le temps. Il y a parfois, et ça c'est quelque chose qu'on voit en clinique, on a tout d'un coup des gens qui nous disent « Ah, docteur, est-ce que c'est vrai ceci, ceci, ceci ?» Donc il y a clairement une nouvelle qui circule comme ça, qui explose un peu et qui est très spécifique dans le temps. Et il suffit parfois d'avoir un groupe de quelques personnes actifs pour relayer ces informations-là. Et ça, il y a probablement une nécessité de monitorer ça de manière plus active et d'y répondre de manière plus rapide. Donc, les trois composantes, la confiance, et c'est un élément vraiment important et on va revenir là-dessus pas mal. Tout ce qui est pratique, donc le fait, ce n'est pas que de l'émotion et de la croyance, c'est aussi l'expérience patient, comment ça se passe, est-ce que c'est agréable d'aller se faire vacciner, est-ce qu'on a dû attendre très longtemps, est-ce que ça fait mal, est-ce que mon enfant a pleuré pendant toute la nuit après, ce genre de choses aussi. Et puis le fait de ne plus se rendre compte du risque qu'on prend à ne pas se faire vacciner. Et là, on a clairement aussi une mission d'expliquer, on ne vaccine pas contre des choses anecdotiques, on vaccine parce que sans vaccin, la maladie est sérieuse et dangereuse. Alors, en termes de vaccine hesitancy ou vaccine confidence, on essaie toujours de positiver le message, mais c'est finalement un petit peu la même chose. On a une particularité française, claire. Donc la France, que vous voyez ici en la couleur la plus foncée, est le pays dans lequel l'hésitation vaccinale est la plus haute, où la confiance dans les vaccins est la plus basse. Alors la Belgique est dans une meilleure position, mais la Belgique est le reflet de deux réalités différentes. Il y a une réalité néerlandophone et une réalité francophone. Et on peut se poser la question de savoir dans quelle mesure, sociologiquement, au niveau des médias, au niveau de ce qu'on écoute, des messages, la partie francophone du pays ne se rapproche pas plus de la France. C'est une question en tout cas ouverte, on n'a pas complètement les données pour répondre à ça, mais je pense qu'il est en tout cas certainement intéressant d'analyser, de comprendre ce qui se passe en France, mais pas que en France, pour mieux comprendre ce qu'on pourrait faire chez nous. Alors ça c'est dans la même étude, donc la Belgique, la France est le numéro 1, mais la Belgique n'est pas si loin, et je pense, comme je viens de le dire, qu'il y a probablement encore une différence entre les deux communautés principales linguistiques de notre pays. Alors, il y a un rapport plus récent que le papier que je viens de vous présenter, qui est Heidi Larsson, qui est une sommité dans la matière. Et donc les vaccins sont importants pour les enfants, mais dans des pourcentages. Donc globalement, les gens sont encore quand même dans une grande majorité d'accord de dire que les vaccins sont importants. On est, selon les pays, à peu près autour de 85% environ. Je pense que les vaccins sont efficaces, on est un petit peu plus bas, entre 80 et 85. Je pense que les vaccins sont sûrs, donc ils n'induisent pas d'effets délétères. Là, on descend, et en France particulièrement, on est dans des proportions où on a potentiellement la moitié de la population française qui n'est pas sûre que la vaccination, que ce qu'on injecte à leurs enfants, est sûr pour leurs enfants. Alors qu'on sait combien c'est contrôlé, on sait combien d'études sont faites avant de mettre quelque chose sur le marché, c'est perturbant. Et puis il y a une question religieuse aussi qui est importante et peut-être qu'on devrait aussi prendre en compte certaines choses à ce niveau-là. Alors en termes d'hésitation vaccinale, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup d'éléments.
il y a des éléments de confiance dans les institutions, de confiance dans le monde médical, de confiance dans la politique. Il y a l'absence de perception du risque qu'on prend, de la sévérité de la maladie. Mais le numéro un, c'est la sécurité vaccinale. Ces enfants sont en bonne santé, on est bien quand on se fait vacciner, on ne veut pas devenir malade. Et les aspects de sécurité sont tout à fait prédominants. Alors, bien souvent, quand on parle et quand on est entre professionnels de la santé, on a un peu tendance, je trouve, à dire l'hésitation vaccinale, c'est les gens, c'est ceux qui ne sont pas éduqués, c'est ceux qui ne comprennent pas que voilà, c'est formidable. Je ne suis pas si sûr de ça. Et il y a des données françaises, un groupe Pierre Verger et Patrick Peretti qui font vraiment un gros boulot très intéressant en France depuis assez longtemps. Et c'est un des papiers qu'ils ont publié et qui montre que l'hésitation vaccinale est présente chez un médecin sur 8, ce qui est beaucoup, hein, par rapport à des gens qui ont eu un parcours, qui ont travaillé dans des hôpitaux, qui ont été confrontés à la maladie. L'hésitation vaccinale est présente dans le corps professionnel, certainement, même chez les médecins. Et de nouveau des données françaises, on n'a pas des données belges tout à fait valides, mais des différences ici entre des médecins généralistes et des pédiatres. Globalement, pour la plupart des cas, des pédiatres qui sont plus confiants dans la vaccination. Et puis, on a le personnel infirmier qui, parfois, a des doutes plus importants et des questions plus importantes. Et ça, ce sont des données d'une étude, et c'est un ressenti clinique qu'on a qu'il y a parfois des poches d'hésitation vaccinale parmi le personnel soignant, parmi certains médecins. On sait, il y a eu ça dans la presse il n'y a pas très très longtemps, hein, on est confronté à des phénomènes de faux certificats, ce qui, je pense, est encore un niveau supérieur de préoccupation que des médecins signent des faux certificats. Mais donc, l'idée que le corps professionnel est complètement convaincu et que c'est en dehors des professionnels de la santé qu'il y a une hésitation, je pense, n'est pas forcément complètement vrai. Et il y a une hypothèse de travail qui personnellement m'intéresse, c'est de penser qu'il y a un reflet entre l'hésitation vaccinale dans la population à un endroit et l'hésitation vaccinale parmi les soignants. Et donc ça c'est quand même un message, je pense, important, et on a besoin, clairement, je trouve, d'études bien faites en Belgique, et en Belgique francophone particulièrement, pour évaluer ce phénomène et y répondre de manière la plus adéquate. Alors, est-ce qu'il y a un impact en termes de santé publique de cette hésitation? Quelques exemples. Ça, c'est quelque chose qui est sorti, je crois, voilà, il y a une semaine, un article, la rougeole refait son lit en Belgique. On a eu déjà presque 404 rougeoles. Moi, je n'ai pas vu une seule rougeole pendant toute ma formation de pédiatrie. Pas une seule. Les jeunes, maintenant, revoient des rougeoles. C'est bien, ils sont de nouveau compétents là-dessus, ce que je n'étais pas. Mais c'est un peu triste en même temps, parce qu'on ne pensait pas revoir des cas de rougeole. Et on discutait juste avant de commencer. La rougeole, il y a un article qui vient de sortir qui montre combien la maladie a un impact à long terme sur le système immunitaire, en dehors des complications, de l'encéphalite, de la pneumonie, des enfants de soins intensifs. Donc voilà, on est face à une situation problématique. On a eu, et il y a même des questions que la Belgique soit rétrogradée dans les classifications par rapport à la rougeole, en un pays qui ne contrôle plus cette maladie, alors qu'on a un vaccin, qu'on le connaît bien, qui fonctionne, et qu'il suffirait d'obtenir 95% de couverture vaccinale pour la deuxième dose de vaccin, et on contrôlerait ce phénomène. Donc oui, ça a des conséquences, et outre l'aspect évidemment primordial pour la santé des gens, nous, à l'hôpital, aux urgences, chaque cas de rougeole, ça veut dire qu'on isole, ça veut dire qu'on nettoie tout, ça veut dire qu'on déclare, ça veut dire qu'on a une charge de travail et une source de travail pour le personnel qui est vraiment non négligeable. Donc il y a aussi un aspect socio-économique qui est vraiment important. Taux de couverture de l'HPV en Belgique, grosse différence communautaire, on est à peu près à 90%, à 36% en francophonie. Ça montre bien que les réalités sont différentes. Les programmes de vaccination sont régionalisés maintenant, hein, donc il y a des questions politiques, il y a des questions de financement, il y a des questions culturelles, les questions sont multiples, il n'y a pas de réponse simple.
mais ça montre quand même de manière relativement objective qu'il y a pour certains niveaux de discussion deux pays différents. Et ça, par rapport au taux de couverture en Wallonie, donc c'est une enquête Provac, Béatrice Fennen est dans l'auditoire, c'est elle qui a fait ces données-là, et qui montre très bien, par exemple, le Brabant wallon, que toutes les provinces globalement progressent, et donc on avance vers des meilleurs taux de couverture vaccinale pour l'HPV, mais ça reste en deçà de ce qu'on souhaiterait. Et clairement, le Brabant wallon semble, alors on peut discuter à l'infini de ces données, mais semble plus enclin à avoir de l'hésitation vaccinale que d'autres provinces belges. Et là-dessus, je passe la parole à Moutou. Bonsoir à tous. Bien, en fait, moi, je vais faire un aperçu un petit peu ancré à la fois suite à notre discussion, à des lectures scientifiques, mais aussi à ma pratique, à moi, sur le terrain, justement de l'hésitation vaccinale et finalement des campagnes qu'on aimerait mettre en place, nous, pour soutenir les couvertures vaccinales. Et donc, je vais revenir un petit peu en arrière, d'abord sur le contexte, mais je vais essayer aussi de dresser le portrait de qui sont finalement ces hésitants, qui se cachent derrière l'hésitation vaccinale. Donc voilà, la peur du vaccin est aussi ancienne en fait que le vaccin. Voilà, le phénomène n'est pas neuf. Mais déjà, le mouvement anti-vaccin s'était déjà commencé à se mettre en place aux États-Unis. Ici, on voit Anti-Vaccination Society. Voilà. Mais aujourd'hui, ce mouvement s'affiche beaucoup plus. Et c'est un mouvement qui s'affiche sur des billboards, il s'affiche sur Internet, il s'affiche sur des affiches. Voilà. Et il n'hésite pas à utiliser des couleurs bien tranchées et qui montrent à quel point voilà, c'est important et qui doit faire passer un message qui doit attirer l'attention du public. Le fake news, idem, finalement, le phénomène des fausses informations, et c'est pas nouveau, c'est aussi vieux que finalement la démocratie. C'est M. Trump qui nous a anglicisé un petit peu le terme, mais ce qui est le plus inquiétant finalement, c'est qu'une fake news se répand 6 fois plus vite qu'une information vraie, ce qui pose un gros problème en termes de communication, et certainement pour nous par exemple en termes de communication de crise. On ne pourra jamais vraiment réussir à toucher complètement tout le public qui a reçu l'information fausse dans un premier temps. C'est-à-dire que tout ce qu'on va faire, tout ce qu'on va mettre en place par la suite, too little too less. C'est vraiment pas assez, c'est vraiment trop tard. Et donc voilà, le mal est fait un petit peu. Mais donc pour partir sur de bonnes bases, ce qu'on recommande de faire de toute façon pour faire des recommandations stratégiques pour la communication, c'est connaître son public. Donc j'ai repris un petit peu la slide montrant l'acceptation. Et donc en fait, ce qu'il y a comme public finalement, donc on a l'anti-vax un petit peu revendiqué, celui refusant la vaccination, celui qui l'accepte, le rapporte ou la refuse, voilà, comme disait Pierre. Mais en fait, tout va dépendre un petit peu de l'objectif de communication qu'on a derrière. Mais si notre objectif de communication est d'augmenter la couverture vaccinale de façon durable, on va devoir évaluer la probabilité, donc on va devoir choisir quelque part notre cible, et donc comment est-ce qu'on choisit notre cible? On va évaluer la probabilité de faire évoluer cette position ou de mener en tout cas à la vaccination pour faire remonter les tendances. En fait, ce qu'on voit, c'est que pour l'anti-vax revendiqué, il est plutôt dans la partie basse finalement de probabilité, il y a 0 à très peu probable. La probabilité est plus faible pour celui qui refuse, mais c'est pas impossible. Et alors on a une probabilité moyenne et forte pour ceux qui ont des doutes finalement, donc qui se retrouvent dans le continuum d'hésitation vaccinale. Et donc finalement, ce qu'on recommande, ce qu'on lit dans la littérature aussi, c'est qu'on nous recommande de nous concentrer en fait sur l'hésitation vaccinale. Ce qui est important, c'est que là on est dans un objectif de communication d'augmenter la couverture vaccinale de façon durable.
Si on a un nouvel objectif de communication, on va devoir réévaluer cette probabilité parce que peut-être que la campagne a eu un effet, on espère, et que les lignes bougent et que donc on puisse finalement revenir à chaque fois à l'ensemble de l'univers pour mesurer l'évolution de ce positionnement et voir voilà, quelle sera la prochaine étape pour la prochaine campagne. Donc par rapport aux anti et on va dire aux activistes critiques, quel est leur profil? Donc là en fait c'est assez bien documenté. On voit qu'il y a des recherches qui ont été faites, donc on est sur un public plutôt féminin, plutôt lettré, parfois même hautement diplômé. Ce sont des mères de famille, ce sont des mamans qui sont très bien connectées, qui ont vraiment un réseau social et un réseau sur les médias sociaux aussi. Ce sont des personnes qui ont envie d'avoir le choix, qui ont envie d'avoir leur destin en main et de pouvoir établir des choix, et donc notamment en termes de santé, notamment en termes de santé pour leurs enfants, ils veulent avoir le choix de choisir ou non la vaccination notamment. Ce sont des personnes aussi qui sont vraiment qui n'hésitent pas à se plonger dans les chiffres et à les regarder, à les fouiller, et qui vont avoir tendance à analyser peut-être avec un biais voilà, qui fait que voilà, ils n'ont pas forcément le bon degré de lecture. Ce sont des personnes qui sont connectées sur Internet, qui lisent beaucoup sur Internet, qui se renseignent par rapport à la santé sur Internet. Et ce sont aussi en fait des personnes qui ont on va dire une attitude positive par rapport à tout ce qui est environnemental. Donc sans vouloir peut-être faire trop de raccourcis, mais ce sont des gens qui par exemple sont très très inquiets par rapport à l'influence de l'aluminium sur l'injection. Vraiment le geste de l'injection dérange très fort ce type de public. Il y a toute cette peur de l'animalisation de l'humain en fait, qui ressort très fort. Et en fait, ce public-là se nourrit aussi quelque part du terreau des problèmes de santé publique. Donc toutes les problématiques qui ont eu un écho assez important dans les médias vont encore renforcer finalement leur méfiance vis-à-vis du public, vis-à-vis du politique, vis-à-vis du média. Et donc voilà, ils ont une position plutôt radicale. Quelle est la recette de leur succès? En fait, ce qu'on a vu, c'est qu'il y a une diversification dans les experts qui ont pris des positions moins radicales dans les discours, mais qui ont dit oui, moi aussi j'hésite. Ils ont plus manifesté leur hésitation par rapport à des façons peut-être d'injecter le vaccin voilà, sur le mode d'administration, donc pas forcément sur le noyau dur finalement, mais sur toutes les modalités, tout le contexte de la vaccination. On a un écho initial qui a été assez important dans les médias puisque ces personnes paraissaient d'apparence moins radicales. Elles ont eu donc plus de crédibilité par rapport aux journalistes qui, mais au départ de l'hésitation vaccinale, en tout cas dans sa forme moderne, n'étaient pas perçus comme des activistes. Et donc du coup, ils avaient un espace médiatique assez large. Et en fait, il a fallu qu'il y ait quelque part oui, que le monde scientifique finalement se manifeste pour que les journalistes aussi se disent « Ah tiens, finalement, oui, on va peut-être pas leur donner autant d'espace ». Et alors, ils ont commencé eux-mêmes à aller aussi apprendre un peu plus sur le sujet. L'écho sur les médias sociaux et Internet, voilà, ça c'est, je pense, un des plus grands terrains de jeu de l'hésitation vaccinale. Et alors, effectivement, je le disais tout à l'heure, donc voilà, ils ont utilisé aussi beaucoup de témoignages, des témoignages de parents qui ont eu une mauvaise expérience pendant la vaccination, qui ont eu une mauvaise expérience pendant l'injection, qui ont eu des effets secondaires, et donc on a tendance finalement à retrouver ces témoignages qui sont filmés, qui sont
publiquement mis sur des chaînes YouTube, accessibles à tous, et sans éclairage scientifique, ou en tout cas pseudo-scientifique avec des pseudo-experts. On joue très fort en fait sur la proximité culturelle et médiatique, comme disait Pierre, parce qu'on voit en fait qu'en Belgique francophone, tout ce qui passe finalement en France se retrouve finalement sur nos réseaux sociaux. Les frontières n'existent pas avec les médias sociaux. Et donc finalement, tout le contenu qui va être partagé en France va arriver potentiellement aussi en Belgique de manière assez efficace. Et on a assez, je pense, tardivement identifié cette problématique en termes de communication, et pour de multiples raisons. Alors, on arrive à la partie des hésitants. Alors là, beaucoup moins de littérature. Ce qu'on lit, c'est qu'on voit que c'est un groupe hétérogène qui nécessiterait sans aucun doute une étude locale sur le profil social, l'évolution de l'opinion en fonction des campagnes. Ce que nous, on a comme expérience sur le terrain, on a une collègue donc, qui s'appelle Castroviejo qui avait fait une étude en focus group et qui a quand même permis d'identifier que finalement, ce sont plutôt des familles d'enfants, en âge d'être vaccinés, qui ont eux-mêmes beaucoup de questions par rapport à ça, qui sont exposés au discours anti sur les médias sociaux, mais qui sont aussi exposés au discours qui sont plutôt pour la vaccination, donc le discours de leur médecin généraliste. Et donc ils se retrouvent quelque part entre deux, à ne plus savoir à qui faire confiance. Donc ils entendent tout et leur contraire. Ce sont des personnes qui manifestent leur souhait d'être informées beaucoup plus tôt pendant la grossesse, déjà. Et ce sont des personnes qui ont vraiment besoin d'avoir cette unité, en tout cas, de discours. Et aussi, on voit en fait qu'ils ont confiance en leurs médecins, mais ils ont aussi confiance en leurs soignants. Et donc, les soignants ont un rôle en fait assez proche, parce qu'on voit à l'hôpital, les soignants, ce sont eux qui passent le plus de temps finalement à côté du patient, à côté du parent, à accompagner pour le suivi thérapeutique. Donc ce sont des gens qui ont sur le terrain vraiment une importance primordiale. Mais donc voilà, on a regardé un petit peu finalement ce profil-là pour pouvoir connaître ce public, mais ça mériterait vraiment d'être regardé à la loupe et au niveau local. Alors on fait un petit écart pour regarder un petit peu la présence en ligne et l'évolution de cette présence en ligne. Donc on va de plus en plus chercher des informations sur sa santé ou celle d'un proche sur Internet. On voit que jusqu'à 50% de la population de 12 ans et plus va maintenant en 2018 chercher de l'information sur Internet. On voit aussi que, ici c'est de manière plus réduite, 15% va échanger sur des forums et des réseaux sociaux. Donc là, cette proportion est plus limitée, mais il faudrait, je trouve, se demander si parmi ces 15%, quelle est la probabilité de retrouver des anti, et quelle est la probabilité de retrouver des gens qui se posent des questions légitimes. Alors la proportion d'individus qui ont participé à des réseaux sociaux, qui ont eux-mêmes un compte, donc voilà, aussi en forte augmentation, on est à 66% de la population des internautes, donc des gens qui vont sur Internet. On est à presque 60% de la population totale, donc voilà, les réseaux sociaux sont entrés dans la vie de tous. Et donc en fait, ce qu'on regarde ensuite, donc ça a été présenté lors d'une présentation à Paris en avril 2019, à laquelle on a aussi assisté, qui était très très intéressante. Et donc je vais faire un petit zoom sur les thématiques récurrentes sur les réseaux sociaux, donc quelles sont finalement les questions que se posent les gens. Donc voilà, on a l'autisme et les vaccins, qui arrivent en premier, la sclérose en plaques et les vaccins, maladie auto-immune, l'aluminium, les vaccins, les scandales sanitaires. Donc on voit cette défiance par rapport aux politiques. Et alors le lobby pharmaceutique et l'argent. Donc voilà, ça c'est un des thèmes qui revient aussi régulièrement.
Alors, le LEM, donc c'est les entreprises du médicament, ont fait une étude digitale pour voir un petit peu, en fait, ce qui est intéressant dans cette étude, c'est de voir où est le public, où sont les médias et où sont les professionnels. Et est-ce qu'on est sur les bons médias? Donc en fait, on voit qu'en termes de presse en ligne, on est plutôt dans du factuel. Les fake news ne sont pas vraiment prépondérantes, donc ça veut dire que le travail journalistique est quand même assez important. C'est de l'information, de l'innovation, des cas d'infection. Sur Facebook, on va retrouver beaucoup plus ce discours anti-vaccin et pro-vaccin qui s'opposent, donc c'est-à-dire que les deux publics sont bien présents. Le public le plus touché et intéressé, ce sont les jeunes parents, donc ce sont les jeunes parents qui se trouvent sur Facebook. Et alors, on voit qu'il y a un maillage des sites de réinformation, donc c'est-à-dire qu'on va retrouver par exemple des articles de presse, mais on va retrouver aussi des articles qui viennent un petit peu de partout et qui donc ont une durée de vie beaucoup plus longue que celles qui sont au moment où ils sont lancés. Voilà, ils vont rester plus longtemps. Et alors on a Twitter où là, ce sont les professionnels de santé qui sont mobilisés avec des gros pics en volume autour des actualités et l'humour comme vecteur. Alors donc les médias, les professionnels et les parents, a priori, lisent la presse en ligne. On a des relais qui sont faits sur les médias sociaux. L'information pertinente et parfois payante. Depuis assez récemment, voilà, vraiment c'est une condition économique pour les médias, mais voilà, on a aussi l'autre côté du rideau qui dit que voilà, l'information pertinente n'est plus accessible à tous. Sur Facebook, on a des parents à l'écoute, et alors les professionnels qui détiennent l'expertise ou la confiance, potentiellement, se parlent entre eux, parce que finalement, les patients ne sont pas là, enfin les patients, en tout cas les parents ne sont pas sur Twitter pour les écouter. Alors on voit ici une petite illustration où effectivement c'est ce qui tourne un petit peu sur Twitter, voilà, c'est très, très humoristique et c'est vrai que ça permet de mobiliser quelque part une population cible professionnelle par l'humour, mais on ne touche pas le parent. Et alors on se demande aussi, est-ce qu'il y a, quand on voit l'évolution finalement de l'utilisation des médias sociaux, est-ce que Instagram est pertinent? Ça n'a pas été étudié. Est-ce que Pinterest, peut-être dans une moindre mesure, serait aussi intéressant? Parce que ce sont aussi finalement deux médias sociaux où beaucoup de parents, notamment les jeunes parents, se retrouvent. Ensuite, on a une nouvelle étude des médias sociaux qui a été menée par Antidox et où là, on voit en fait que ceux qui sont contre la vaccination sont très très actifs. Ils sont très très actifs, ils sont partout, ils sont sur les réseaux sociaux, ils sont peu repris sur Twitter. C'est un terrain qui est occupé plutôt par les professionnels. Ils ont créé un contenu en termes de volume, en termes d'articles qui est assez impressionnant. Et ils ont créé notamment beaucoup de vidéos sur YouTube. Et ce qui est un petit peu inquiétant, c'est que 18 de ces vidéos sont anti, sur les 25 vidéos les plus vues sur le sujet de la vaccination. Et alors, voilà, on avait un expert, Henri Joyeux, qui était le plus visible, en tout cas, dans ce public-là. Pour ceux qui sont pro-vaccination, la communication est beaucoup plus épisodique sur Twitter et alors sur YouTube. Voilà, on a quelques petits exemples, mais beaucoup plus anecdotiques. Alors, ce qu'on voit en fait, c'est que quand les anti-vaccinations vont réactiver leur propre contenu, ils vont finalement améliorer leur référencement. Et donc, c'est-à-dire qu'ils vont se retrouver plus facilement quand on va faire une recherche Google. Voilà, ils vont se retrouver plus haut dans les rankings parce qu'ils vont avoir une production massive de contenu et donc une production massive de mots-clés qui vont être référencés par Google qui vont faire que voilà, ils vont augmenter on dit souvent, hein, si on est en page 2 sur Google, c'est le meilleur endroit pour cacher un corps en fait, parce que personne ne va en page 2 chez Google. Voilà. Tout ce qui est sur la première page vont être des liens cliquables, tout ce qui est en deuxième page, c'est comme si ça n'existait pas.
On a aussi une proximité qui se crée en fait sur les cibles de Facebook et de YouTube. We're part of your community. Donc en fait, toute la communauté de parents qui vont voir régulièrement du contenu sur YouTube, s'ils ne trouvent pas d'informations plutôt encourageant la vaccination, ou en tout cas expliquant la vaccination, ils vont se retrouver finalement avec eux avec du contenu anti, et donc la communauté qui se crée autour de ça est donc plutôt anti. Et alors on a la célébrité référence, donc voilà, on a une défense finalement du mouvement de non-vaccination par les célébrités. Alors, encore connaître son public, on a un petit peu regardé quel était le mix de communication. Donc j'ai pris l'exemple d'Initiative Citoyenne, donc qui est un site qui n'a de nom finalement que Initiative Citoyenne. Voilà. Il n'y a que le nom parce que quand on voit le contenu, c'est pas vraiment citoyen. On a beaucoup d'informations qui sont relayées massivement sur les médias sociaux. Ce sont des personnes qui sont bénévoles et qui vont à tous les débats. Ils vont participer à tous les débats. Ils manifestent, ils reposent beaucoup sur le bouche à oreille. Ils ont fait, un petit peu moins maintenant, mais beaucoup moins de communiqués de presse, mais il y a eu une période où c'était vraiment assez serré. Ils ont leur site internet, évidemment. Ils sont présents sur les forums. Ils sont présents, ils font des co-citations de sites, et donc on voit notamment la figure ici, où c'est une étude qui est un article qui est en cours d'évaluation, mais qui montre à quel point les références qui sont contre les messages de vaccination s'auto-référencent pour être encore mieux visibles et encore mieux connectés. Donc voilà, ils font du billboards, ils font des films, bon là en l'occurrence pas forcément initiative citoyenne, mais quand on voit au niveau européen, au niveau mondial, les mouvements les mieux qui ont le plus de financement finalement. D'ailleurs on se demande un petit peu aussi quelle est l'origine de ce fundraising, c'est très peu transparent, mais qui permet finalement de financer des mix de communication assez efficaces, donc avec du billboards, même avec des films. Donc voilà, ils sont vraiment sur tous les fronts. Alors comment regagner la confiance dans ce contexte? On est, je pense, à un tournant, à l'ère de la diversification, et donc il y a cette prise de conscience qui est assez générale et qui doit être assez générale dans chaque strate de l'industrie, des médias, des professionnels. Voilà, on verra un petit peu quels sont les plans d'action, mais on a vraiment beaucoup de choses à faire. On est à un momentum en fait. On a le débat des fake news, et je pense que tout ce qui a été relayé assez massivement en fait, dans les médias sur le vaccin contre la rougeole qui ne provoque pas l'autisme, sur la mise dans les degrés d'importance accordés à l'hésitation vaccinale par l'OMS, et que ces publications sont finalement relayées par des médias tout public, métro. Voilà, métro, il touche un public assez énorme finalement. La RTBF, bon, voilà, c'est du média tout public, c'est important que ça passe dans ces médias-là. Et donc on a une responsabilisation médiatique par rapport aux fake news. On a des professionnels et des scientifiques qui vont commencer à faire du debunking. Je vais revenir là-dessus, je vais vous expliquer un petit peu de quoi il retourne, mais on a vraiment une prise de conscience assez générale. Et donc en fait on a une pression médiatique et une multiplication des canaux qui vont renforcer cette exposition au grand public. Finalement, cet effet de wake-up calls, en fait, et d'effet papillon, a un impact réputationnel dans l'industrie Internet. On a vu YouTube arrêter les revenus publicitaires sur les vidéos liées au mouvement d'anti-vaccination. On a vu qu'ils ont essayé de faire en sorte qu'ils soient moins bien référencés sur les pages. Amazon ne revend plus les films conspirationnistes. Le référencement de Google a été revu. Facebook a aussi revu sa copie en termes de contenu et de visibilité donnée aux pages anti-vax.
il n'y a plus de publicité possible pour les contenus en vaccination, et ils essayent aussi de référer, s'il y a publicité, c'est de référer à des campagnes officielles et des informations pédagogiques. En termes de partenariat médias aussi et médias sociaux, on a vu, bon, ça date évidemment avant finalement ces wake-up calls en termes de vaccination, mais les Facebook et les médias français s'allient pour faire un petit peu de l'analyse de contenu. On a les plateformes qui naissent, Crosscheck, le codex des décodeurs, les points sur les i, Canal+, notamment, qui est plutôt pas mal. On a des codex du Monde, on a Check News, Libération. On voit aussi quand même que c'est quand même financé par les gros de l'industrie Internet. Et on voit aussi des cours de data journalisme et de fact-checking entrés dans les écoles de journalisme. Et j'ai regardé ça hier soir sur le site de l'ULB, je me suis dit, ah tiens, ça aurait été chouette d'avoir ça dans le cursus à l'époque. Voilà. Mais bon, on peut se demander quels sont les effets secondaires, quelque part, de ce renforcement, on va dire, de la barrière qui est en train de se mettre en place. Est-ce qu'on ne va pas avoir un renforcement des théories conspirationnistes qui sont derrière ça? Est-ce qu'on ne va pas avoir, quelque part, se mettre à dos des personnes qui, a priori, n'étaient pas contre-anti, mais qui finalement se disent, oui, finalement, l'establishment n'a pas envie qu'on se pose de questions. Voilà, donc c'est une tendance qui est à surveiller et à voir. Donc le debunk, j'en parlais tout à l'heure, donc en fait c'est finalement les professionnels qui vont aller prendre les informations qui circulent sur Internet et puis aller eux-mêmes dire voilà, ça c'est faux, ça c'est pas vrai, et alors venir avec des faits, venir avec des discussions. Donc il y a beaucoup d'initiatives à ce propos, il y en a beaucoup sur Twitter déjà, rien que de manière générale, il y a beaucoup d'humour. Et alors il y a des initiatives qui sont, ici par exemple les vaxeuses, qui ont clairement repris les mêmes codes que les anti-vax. Et là, en fait, c'est un groupe fermé, non, c'est un groupe public qui permet de se moquer un petit peu de façon un petit peu satirique, mais qui fait un travail énorme pour détrôner les célébrités, en fait. Ça a été un gros travail de reprendre article par article et d'aller ressortir finalement les informations qui sont fausses et les informations qui sont vraies, les informations qui sont moyennes, et d'expliquer pourquoi. Et alors on a des choses qui se mettent en place de façon un petit peu plus structurée, un petit peu plus pédagogique. C'est Vaccin France par exemple, qui est un groupe sur Facebook, où là on a aussi ce même travail, mais qui est dans un groupe fermé avec une modération, et les réponses sont publiées publiquement. Ce qui permet quand même de faire beaucoup plus de vulgarisation, et on sort du clivage pro-anti pour être beaucoup plus pragmatique et beaucoup plus large aussi dans le débat, pour vraiment avoir une place pour le débat et pas uniquement casser les réflexions de ceux qui peuvent se poser des questions par rapport à la vaccination. On a au niveau de la Belgique des initiatives aussi qui se sont mises en place et qui sont très intéressantes pour répondre aux besoins d'information fiables et vérifiées. Donc ça, on avait vu au niveau du focus group que c'était vraiment une demande importante des parents. Et donc voilà, Vaccination Info, qui est un site qui est vraiment très bien fait. Et on a son équivalent flamand, l'Artje Vaccineren, qui donne un petit peu le même type d'information, mais on voit quand même que les axes de communication sont un petit peu différents, fatalement, parce qu'on voit que les niveaux des taux de couverture vaccinale sont différents dans les deux parties du pays. Alors, on va passer à une étude de cas, où là, on va regarder un petit peu comment la France est passée de 3 à 11 vaccins obligatoires, et surtout ce qu'ils ont mis en place en termes de communication pour ne pas finalement imposer cette obligation vaccinale assez bêtement, et que finalement ce ne soit pas intégré dans la population, que ce ne soit pas réfléchi. Donc la façon dont ça s'est mis en place, c'est qu'il y a eu une étude préalable, un rapport sur la politique vaccinale qui a été faite, et que suite à ce rapport-là, ils ont en fait fait une concertation citoyenne qui a permis de valider
aussi quels étaient les grands axes sur lesquels il devait absolument s'améliorer. Et la communication en faisait partie. Et donc on voit qu'au départ, quand l'obligation vaccinale a été annoncée, voilà, les médias étaient aussi assez sceptiques, on va dire. Voilà, on voit les dessins de presse ici. Voilà, bon, c'était encore aussi une époque où finalement, je crois qu'on n'avait pas encore bien conscience de l'impact ou de la force du message médiatique sur la population. Et donc voilà, et effectivement, on voit qu'il s'était donné à cœur joie, en tout cas du côté des Antilles. Ce qui a été mis en place, donc voilà, tout un panel de communication 360 degrés avec des vidéos d'experts. Pour quand même avoir ce relais d'information expertise, on a eu des infographies pour des explications assez visuelles, assez faciles, pour que le parent s'y retrouve assez facilement. On a eu des outils qui ont été aussi mis à disposition des professionnels de la santé pour justement couvrir cette réalité de l'hésitation vaccinale chez les professionnels, avec des repères pour la pratique, des dossiers pédagogiques, des émissions aussi sur les médias, et alors un site internet avec un espace professionnel dédié où retrouver les bulletins épidémiologiques par exemple de façon hebdomadaire pour être au plus près de l'évolution en tout cas, parce que c'est un domaine qui évolue fortement et que donc il est intéressant, il est surtout indispensable de rester bien informé. Et alors on a vu aussi que finalement l'implication des professionnels a été, en tout cas ils ont essayé d'attirer l'attention et d'avoir une signature d'une charte pour l'ensemble des professionnels de la santé pour s'assurer que la promotion de la vaccination fasse partie de leur panel d'action, en tout cas vers la population. Ils ont aussi diversifié beaucoup leurs canaux en allant aussi quelque part sur des terrains qui étaient traditionnellement occupés plutôt par des messages anti-vaccination, avec 2 youtubeurs très populaires, sujets sociétaux, voilà, il s'est débusqué de nouveau les fake news, les idées reçues, et ils vont s'appuyer alors sur des propos d'experts pour expliquer le principe avec une tonalité un petit peu décalée, un petit peu différente des campagnes institutionnelles, et qui permet aussi de faire passer les messages de manière efficace. Et alors, les collectivités locales n'ont pas été oubliées, parce que ce qui ressortait de cette consultation citoyenne, c'est que au niveau local, ils avaient vraiment besoin de soutien. Et donc voilà, des fiches d'information, inscription des parents, parce qu'on a vu finalement dans la mouvance, et c'est ça qui est assez fou. Bon, moi je suis aussi française, donc en fait, je le dis maintenant, mais je suis aussi française, mais l'obligation scolaire en France, c'est le sacro-saint. Et en fait, on fait passer l'obligation vaccinale au-dessus de l'obligation scolaire. Donc, c'est-à-dire qu'on ne peut pas rentrer à l'école, on ne peut pas rentrer à la crèche si on n'est pas vacciné. Donc, c'est assez majeur, en fait, comme changement culturel aussi, et puis comme statement de la part du gouvernement, de dire, voilà, faisons les choses, rendons-le obligatoire, mais faisons-le bien, quoi. Donc, c'est aussi un investissement assez important qui a été fait. Donc ça a été le lancement de la première campagne télévisée par rapport à la vaccination. Première campagne télévisée. Donc avant, ils n'ont jamais été sur des terrains où finalement le grand public, la télévision reste quand même, je pense, un des moyens le plus efficaces de trouver le public, enfin la grande partie de la population. Et alors je repasse le micro à Pierre pour l'Angleterre. Voilà, on passe au nord un petit peu, à autre culture. Hein. On parle beaucoup de l'Angleterre, pas tellement pour de la vaccination ces jours-ci. Mais je voudrais parler un petit peu de l'introduction du vaccin HPV en Angleterre, parce que je pense que c'est intéressant. Alors, évidemment, c'est une organisation tout à fait différente, plus centralisée, un esprit anglo-saxon qui est plus dans l'évaluation, la réaction. Donc on compare des choses différentes, mais je pense que c'est intéressant d'aller voir là-bas aussi.
Et en fait, avant d'introduire ce vaccin, ils ont fait un travail de fond assez impressionnant, qui était forcément financé aussi, hein, parce que tout ça demande des ressources. Et ils ont testé une quantité importante d'éléments de leur future campagne en focus group dans différentes régions du pays. Ils ont testé des choses aussi prosaïques que la couleur des folders, qu'est-ce qui marchait mieux, de faire un folder en rose ou en bleu, ou de voir l'image, de qu'est-ce qui fonctionnait pour discuter. Ça a l'air anecdotique, mais ce n'est peut-être pas tant que ça. Et puis des choses aussi plus claires, c'est plus peut-être encore difficile parfois pour les médecins, c'est de changer l'âge de la vaccination. Donc les données, la littérature suggère que tel âge est le mieux au niveau immunogénique et pour prévenir la maladie. Et puis en discutant avec les parents, ils se sont rendus compte, mais en fait à cet âge-là, on n'a pas tellement envie de parler de sexualité avec nos enfants, mais si vous posez d'un an ou deux, là on est preneur. Et donc ils ont vraiment négocié un petit peu leur campagne en se disant peut-être qu'on est un tout petit peu moins fort sur un point de vue médical, mais on va être bien meilleur sur un point de vue d'adhésion du groupe et de notre partenaire qui va recevoir ce vaccin. Donc voilà, il y a beaucoup de choses qui ont été faites. Il y a un site web interactif avec des forums de discussion qui a été mené, qui a été monitoré, qui a permis de continuer à avoir ce dialogue avec la population. Ils ont fait, comme la France a fait une très jolie capsule vidéo qu'on n'a pas eu le temps de vous montrer, mais ils ont fait des campagnes bien faites, professionnelles, avec des images attractives, comme on pourrait faire pour n'importe quel produit commercial. Et ces campagnes ont été présentes dans les abribus, dans les villes. Il y a eu vraiment une préparation du public par rapport à tout ça. Tout ça demande des ressources quand même assez impressionnantes. Hein. On est un peu jaloux. Et puis, ils ont aussi fait des serious games, donc des petits jeux, des applications sur le smartphone pour attirer le public qui sont des adolescents, hein, et qui n'ont pas les mêmes canaux et les grilles de lecture que nous. Et donc, il y avait de quoi jouer et malgré tout, dans ce jeu, avoir une discussion et avoir un impact sur la population cible. Et là, résultat, en tout cas, un des résultats, c'est qu'en 3 mois, ils ont plus de 75% de couverture vaccinale. Donc ils introduisent un nouveau vaccin, et en 3 mois, ils ont 75% de couverture de la première dose. Bon, de nouveau, c'est vraiment un système très différent du nôtre, mais c'est quand même assez impressionnant d'efficacité. Et je pense que dans toute la préparation et dans vraiment la planification de cette implémentation de vaccin, là, il y a des choses qui nous rendent un peu jaloux et qu'on aimerait bien pouvoir développer aussi pour avoir des campagnes qui soient encore plus efficaces que celles qu'on a pour l'instant. Alors, on va essayer d'arriver à des pistes continuer vers des pistes de solutions. Une des bonnes nouvelles, et Maud l'a déjà mentionné, c'est que malgré Internet, malgré Twitter, malgré Facebook, le médecin reste un influenceur important. Le médecin, le pharmacien aussi, c'est quelque chose qui est venu dans les études, les enquêtes en focus group. J'étais surpris de ce résultat, mais les gens vont demander à leur pharmacien, et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Et donc les pharmaciens, c'est une bonne nouvelle, vont pouvoir vacciner maintenant, et donc je pense qu'on va avoir des alliés en plus. Béatrice, qui est là, a montré ça dans des données belges, que vraiment l'attitude du médecin est un des éléments des plus importants, et ça a été montré partout dans le monde. Et notre médecin, Amandine Jorion, a fait un focus group dans des GLEM, donc des groupes de discussion de médecins à Bruxelles. Et ce qui a été frappant dans son travail, c'est d'observer à Bruxelles, il y a 2 ans, un parallélisme assez frappant entre ce qu'on avait entendu dans les écoles bruxelloises l'année précédente, mais de parents non professionnels et de médecins. Avec des doutes, avec des discours qui sont surprenants, du style « ah oui, vraiment c'est bien la vaccination, mais je ne veux pas faire vacciner mes enfants », ou des doutes par rapport à des questions qui semblent à première vue assez faciles et étonnantes à entendre parmi des professionnels de la santé. Et je pense que ça montre bien que c'est un sujet compliqué, en fait. Ça change tout le temps, les programmes se modifient, l'épidémiologie change, il y a des phénomènes de remplacement, c'est pas parfait, on doit s'adapter, on n'est pas toujours d'accord entre la Flandre et la Wallonie, parfois pour des bonnes raisons, parfois pour des mauvaises raisons, et tout ça rend le sujet assez complexe.
et montre en tout cas qu'il y a un besoin d'information, de formation continue, qui est vraiment importante parmi les professionnels de la santé. Et Pierre Van Damme, qui a été très actif et qui est toujours très actif sur ce sujet en Flandre, son message c'est vraiment de dire, moi ma cible principale, ce sont les professionnels de la santé. Je veux renforcer le cercle de professionnels de la santé qui, lui, va pouvoir d'une manière, dans un deuxième temps, parler auprès du public. Et donc, il est très très clair sur cette priorité-là, et je pense qu'il a probablement raison. Et ce qu'on sait quand même, c'est voilà, ce qu'on connaît à propos de la vaccination est peut-être encore plus important, un peu l'instinct, hein, oui, mais au fond, vraiment, est-ce que je suis à l'aise avec ce dossier, est-ce que je fais confiance ou pas? Et ça se travaille. Et puis ce qu'on fait, l'histoire de je conseille la vaccination, mais je ne vaccine pas mes enfants, je ne crois pas qu'on est très crédible avec ce genre d'attitude. Et donc, les petites histoires, et ça, c'est des messages qu'on peut faire passer auprès des médecins et auprès des jeunes, vous pouvez un petit peu personnaliser le message. Et ma petite histoire à moi, qui est vraie, c'est mon aîné, il est né en 2003. Et en 2003, le vaccin contre le pneumocoque, le premier vaccin contre le pneumocoque, n'était pas disponible en Belgique. Et il l'était en France. Et moi, j'étais jeune assistant, j'avais un peu trop travaillé aux soins intensifs, j'avais vu un peu trop de méningite à pneumocoque. Et j'ai été vraiment très très heureux de prendre ma petite voiture, d'aller en France, d'acheter un vaccin et de l'injecter à mon fils. Et voilà, ça c'est ma petite histoire à moi, et ça les gens retiennent. Et il dit, ah oui, ok, il a pris sa voiture, donc vraiment c'est important pour lui. C'est vrai, c'est assez... Et ça, je pense que c'est un des messages qu'il faut probablement faire passer pour changer notre mode de discours. Alors, au niveau de l'ULB, localement, hein, modestement, on a essayé ces dernières années d'augmenter le nombre d'heures dédiées à la vaccination, notamment avec des débats, avec des discussions sur l'hésitation vaccinale, en montrant un peu les racines de ce problème-là, pour conscientiser les plus jeunes au fait de dire, mais non, c'est vraiment un dossier important, c'est un dossier que vous devez défendre, et c'est un dossier que vous devez connaître. Et donc ça a été fait. Alors on aimerait bien être plus ambitieux et de nouveau s'inspirer de ce que Pierre Van Damme a fait à l'université d'Anvers et essayer de construire une semaine d'enseignement intégré sur la vaccination, prendre les pédiatres bien sûr, mais aussi les immunologistes, les microbiologistes, la santé publique, les psychologues, le nursing, les experts en communication et faire une semaine où on irait chercher, parce que l'enseignement de cette thématique est assez morcelé, et de faire quelque chose avec des cours théoriques et des cours pratiques, des mises en situation, l'entretien motivationnel. Je pense qu'on peut essayer, c'est mon espoir, de vendre ça à la faculté aussi en disant ce dossier de la vaccination, il est emblématique de quelque chose de plus large, qui est un enjeu de la société, qui est un enjeu de la démocratie, qui est de comment est-ce qu'on gère ce flux d'informations qui est parfois de qualité très inégale. Et donc l'entretien motivationnel, l'analyse critique des sources, je pense que c'est vraiment quelque chose, à mes yeux, qui devient une des priorités dans la formation des futurs médecins. Et on a des laboratoires dans lesquels on peut intuber ou faire des accouchements, mais dans lesquels on peut aussi faire des entretiens. Et on filme les étudiants et puis on leur montre, voilà, là tu as été convaincant, là tu n'as pas été convaincant, là tu n'as pas répondu à la question, là tu n'as pas écouté la question. Et ce genre de choses, je pense, pourrait vraiment être utile, certainement pour la vaccination, mais au-delà pour les futures générations de médecins. Alors grâce à l'énergie de Maud notamment, on a à l'hôpital des enfants, et grâce à l'énergie des jeunes, les étudiants ont fait des micro-trottoirs, ils ont été interrogés des gens, ils ont fait toute une série de choses. On a essayé d'être présents au niveau des semaines de la vaccination. On a eu quelques affrontements intéressants avec les anti-vaccinations. Et on a eu aussi beaucoup de témoignages de parents qui nous ont contactés et qui ont dit, mais en fait, on est désireux d'aider, on a une histoire à partager. Et donc on a pu... ils ont aussi une connaissance très fine de certaines choses qui nous échappent clairement, parce qu'on est un peu dans nos bulles. Et donc il y a des petites choses qui ont été faites. Il y a une présence avec nos collègues de Saint-Pierre dans la presse, la radio, et aussi avec un dialogue, comme Maud le disait, qui s'est construit avec les journalistes sur les années pour essayer et on a l'impression qu'on a plus de soutien, plus de retours, et que les journalistes, on a nos personnes un peu clés dans les médias qui sont désireuses d'aider dans ce dossier et qui sont parfois très créatives. Alors, bien entendu, l'université c'est bien, mais je pense qu'il faut vraiment fédérer les énergies et briser un peu les silos et les frontières. Et depuis 2 ans, on a créé un groupe interuniversitaire d'experts en vaccinologie, avec les 3 universités complètes. On serait très heureux d'accueillir les gens
de Lumons et l'UNAMUR aussi. Mais donc il y a toute une série de personnes, il y a un groupe de pilotage, il y a des experts, et tout ça est en construction. C'est un jeune groupe qui n'est là que depuis 2 ans, mais qui permet d'essayer de fédérer les énergies et de prendre ensemble à bras-le-corps certaines des priorités qui nous semblent importantes. Et une des priorités, c'est vraiment de construire un certificat de vaccination qui soit un certificat en ligne et qui soit un certificat qu'on espère pédagogiquement assez moderne, avec des animations, des petites vidéos, des quiz, quelque chose d'assez interactif, et dont les publics cibles sont très larges. Donc les journalistes, le nursing, les sages-femmes, les chercheurs, le médecin, le pharmacien, l'industrie. On voudrait pouvoir parler ou intéresser un public assez large. Alors c'est assez ambitieux, ça fait 2 ans qu'on y travaille. Ça fait 1 an qu'on dit qu'on commence l'année prochaine. Donc je redis, on commence l'année prochaine. Rendez-vous l'année prochaine, on verra si c'est vrai ou pas. Mais le premier module des 4 modules est déjà relativement bien avancé, est en production. Donc on espère que ça deviendra vraiment une réalité. Et je pense que ça répond à une demande. Et l'idée, c'est de faire 2 niveaux de complexité, avec un premier niveau qui soit accessible sans beaucoup de prérequis, et un deuxième niveau qui, lui, serait alors éventuellement certifiant universitaire, mais qui ne serait pas compris dans le coin. On y travaille. L'autre initiative, excusez-moi, je vais lui fermer ça, qui a été faite, et de nouveau, hein, on s'inspire de la Flandre, c'est le Symposium Saint-Valentin. Ça existe depuis 19 ans en Flandre, et ça a été fait l'année passée, organisé par le GIEF, les experts que je vous ai mentionnés, mais en collaboration avec l'ONE, qui joue un rôle important et qui est responsable du programme. Et puis l'année passée, on a travaillé avec l'Agence du médicament aussi, et l'idée c'est de vraiment avoir un maximum de personnes incluses. Et le concept de ce symposium, ce n'est pas les experts qui viennent exposer leurs connaissances, c'est les vaccinateurs qui envoient leurs questions et les experts essayent d'y répondre. Et donc ils ont envoyé, je ne sais plus, je crois 150 questions à l'avance auxquelles on a essayé de répondre pendant la journée. Il y a eu 250 participants. Alors ça a été un peu une organisation de dernière minute l'année passée. On était surpris d'avoir un tel retour alors qu'on a organisé ça en décembre. L'année prochaine, on le refait. C'est le 7 février, je pense, et on espère que ça prendra de l'ampleur. Et je pense que c'est important parce qu'in fine, voilà, nous on parle à cet endroit-ci, mais les gens qui vaccinent sont ceux qui font face aux questions, qui font face parfois même à de l'agressivité et qui ont besoin d'avoir des outils pour pouvoir répondre à ces questions. Alors, Michel Goldman, que certains d'entre vous connaissent certainement, et son institut I3H essaye de vraiment mobiliser beaucoup d'énergie autour de cette thématique également, et notamment avec un focus sur les plus jeunes et sur les adolescents. Alors Marie Nunez est une ingénieure qui fait la médecine maintenant et qui est intéressée de développer et qui fait une thèse de doctorat en collaboration avec notre équipe et avec l'équipe des psychologues d'Olivier Klein à la faculté de psychologie, pour essayer vraiment de toucher les adolescents en se concentrant notamment sur l'HPV. Alors Marie et Michel ont notamment fait éditer des papiers pour Frontiers for Young Mind, qui est donc un journal scientifique, mais à visée de vulgarisation pour les plus jeunes. Et ils ont vraiment fait un chouette boulot, c'est assez joli, c'est assez intuitif, c'est bien écrit, et je pense qu'il y a un boulot et une réflexion par rapport à toucher les adolescents, toucher l'école primaire. Il y a des suspicions que dans les profs de biologie de secondaire, il y a parfois une hésitation vaccinale majeure. Et donc on a nos petites têtes blondes là, qui vont à l'école et on leur dit déjà des choses qu'on a du mal alors après à changer. Et donc, j'ai oublié de le mettre sous ma diade d'ailleurs, les enseignants font partie des publics cibles de notre certificat interuniversitaire. Et là, il y a peut-être des approches plus spécifiques avec la communauté française qui sont en train d'être étudiées. Voilà, donc l'idée de l'HPV, vous savez, la campagne Bob, hein, qui a été un grand succès, qui a été recopiée dans pas mal de pays du monde. Et conceptuellement, on pourrait vraiment imaginer être fier d'avoir eu ce vaccin HPV et de pouvoir sortir avec quelqu'un parce que nous, on est clean et protégé. Et donc voilà, on peut espérer. Il y a des cultures où on offre un vaccin. Il y a des cultures où on offre un vaccin pour une fête, pour une communion, pour des... Donc c'est aussi possible d'être content de vacciner.
Alors il y a la grande question de l'obligation vaccinale, je ne vais pas en parler beaucoup, peut-être que ce sera le sujet de discussion. Maud vous a présenté l'approche de la France, qui est une approche intelligente parce qu'elle a fait une obligation dont on peut débattre, mais elle l'a associée à toute une large campagne d'information. Il y a un éditorial qui est sorti récemment, il y a des données qui sont sorties un peu cet été, il y a les premières données qui arrivent, qui semblent suggérer que c'est positif. En Italie, en France, les deux pays qui ont fait une obligation vaccinale plus large semblent avoir des taux de couverture qui augmentent. Je pense qu'on est trop tôt pour conclure, parce que l'idée c'est évidemment le long terme, on ne veut pas d'un effet d'annonce, on veut des campagnes sur le long terme, et sur le long terme, la confiance est un des enjeux clés, et l'obligation reste avec des avantages et des inconvénients. Les données sont favorables. Alors une brève incise sur la gestion de la douleur. On a parlé dans l'hésitation vaccinale de tout ce qui est pratico-pratique. Si on a eu un enfant, ça a été horrible, il a pleuré, il n'a plus dormi pendant 3 jours, moi j'ai vraiment plus envie de refaire vacciner mon enfant. Je ne comprends pas le bénéfice, parce que ça c'est le malheur de la vaccination, c'est que quand ça marche magnifiquement bien, on ne se rend pas compte de ce qu'on a gagné. Par contre, on se rend compte qu'on n'a pas dormi pendant 2 jours et que l'enfant était insupportable. Et un des éléments vraiment importants, c'est la douleur. Et comme médecin, on a tendance à dire, on s'en fiche, quoi. Je veux dire, on protège cet enfant contre une méningite à pneumocoque ou à méningocoque. Enfin, c'est qu'il est mal pendant 2 minutes, j'en ai rien à cirer. Et je pense que c'est une erreur. Parce que les parents, pour eux, c'est important. La peur des aiguilles est une des peurs les plus fondamentales. Et il y a des études qui suggèrent que ça a pour origine l'enfance. Et donc le jour aussi où on fera des vaccins en patch, je pense qu'on gagnera beaucoup de choses. Il y a beaucoup de gens qui essayent, mais pour l'instant, ça ne marche pas encore. Donc tant qu'on doit injecter et piquer dans la peau des enfants, il y a de multiples façons de faire. L'allaitement est une excellente manière, peu utilisée. Les professionnels de santé n'aiment pas, et c'est un peu mystérieux. On peut mettre des anesthésiques locaux, il y a quantité de choses, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il y a vraiment moyen de rendre cette expérience plus agréable, et je pense que c'est important. Alors, les fake news gays, donc de nouveau, c'est plus large que la vaccination, c'est un enjeu de démocratie, je crois, vraiment. Et il y a des psychologues qui se penchent sur cette question de comment réussir à éduquer les esprits pour voir les recettes de la mésinformation. Et je pense que c'est vraiment intéressant et que peut-être que c'est de ce côté-là que l'aide viendra plutôt que de chez nous, les médecins ou d'autres. Encore un petit commentaire sur Noni MacDonald, qui est une Canadienne qui a principalement passé sa vie à s'occuper de ce phénomène, une femme assez impressionnante, assez énergique, et qui a publié récemment une sorte de mémoire de son travail. Elle parle de beaucoup de choses, mais une des choses qui m'a touché, c'est qu'elle dit peut-être finalement que j'ai passé un peu trop de temps à parler et pas assez de temps à écouter, et à plus m'adapter à la situation plutôt que d'être dans une position de savoir, être dans une position de dominance quelque part sur ce sujet. Et je trouvais que c'était assez intéressant. J'ai fait une petite enquête. Combien de temps en moyenne, bon l'étude date déjà d'il y a presque 20 ans, mais je ne suis pas sûr que ça ait changé, combien de temps en moyenne un médecin laisse-t-il un patient parler d'une question vaccinale avant de l'interrompre? Alors qui vote pour 10 secondes? Qui vote pour 20 secondes? Qui vote pour 1 minute? 2 minutes, 5 minutes, il n'y a pas d'optimiste? Vous avez raison, 23 secondes dans cette étude. Donc voilà, en 23 secondes, on n'explique pas grand-chose. Alors c'est sûr que quand on est dans une salle d'attente qui déborde aux urgences, on ne sait pas faire ça. Donc j'ai dit c'est facile d'en rire, c'est difficile de résoudre ce problème-là. Mais ça montre bien qu'il y a un positionnement, un questionnement auquel il nous est difficile de répondre. Et ça, on a besoin des politiques finalement pour favoriser, nous donner du temps, nous payer du temps pour pouvoir répondre à toutes ces questions-là. Et ça, d'ici, il y a pas mal travaillé là-dessus aussi, l'importance d'une communication dans les deux sens. C'est quelque chose qu'on entend quand on interroge les gens, ils se sentent souvent jugés, ils n'osent pas toujours poser leurs questions, ils se sentent vite avec l'étiquette « je suis un mauvais parent », « je suis trop alternatif » ou des choses comme ça. Et donc, il faut écouter, ce qui n'est pas toujours si facile dans notre métier, il faut s'adapter, et en même temps, il ne faut pas ouvrir des questions qui ne sont pas présentes. Donc, il faut être relativement assertif. Il y a les anglo-saxons, ils parlent que la vaccination devrait être un no-brain decision. Donc, on ne devrait même pas réfléchir, qu'on vaccine ses enfants, c'est facile. Pour l'instant, on n'y est pas en tout cas. Alors ça, c'est l'étude d'Isabelle, Maud en a déjà parlé, et ce qu'ils nous ont dit vraiment très clairement, c'est, en fait, vous nous parlez de vaccination au mauvais moment.
On est là avec notre bébé, il a 6 semaines, j'ai plus dormi, je suis crevé, je suis cerné, et on me dit tout d'un coup, je dois me faire vacciner. Je ne suis pas en état, ce n'est pas le bon moment pour moi de comprendre cette question-là. Par contre, dans la grossesse, je suis intéressé, je lis plein de livres, je voudrais savoir, je veux préparer l'avenir de mon enfant. Pourquoi vous ne m'en parlez pas à ce moment-là? Et ça, c'est vrai que ça pose des questions, de nouveau, ça a l'air simple, c'est pas si simple, parce que les porteurs de projets, souvent dans le monde médical, ce sont les pédiatres. Et en fait, peut-être qu'on devrait avoir plus de gynéco-obstétriciens à bord et avec nous pour porter ce dossier. Et ça pose des questions plus complexes qui nous paraissent. Et ce qui revient quand même beaucoup aussi dans ces discussions, c'était une certaine forme de violence du monde médical, un sentiment d'être infantilisé, un sentiment de ne pas pouvoir poser de questions, d'être vite jugé. Et ça, bon, voilà, c'est pas facile de gérer ce genre de choses, mais c'est important. Et la demande d'une communication honnête. Ne nous dites pas qu'il n'y a aucun effet secondaire, ne nous dites pas que c'est parfait. On voudrait être traité de manière un petit peu plus, entre guillemets, adulte. De nouveau, facile à dire, pas si facile que ça à faire. Mais ça montre bien les différents types d'approches de médecine qu'on peut avoir. Historiquement, on a été très fort dans une approche paternaliste, et c'était plus simple parce que les gens ne connaissaient pas l'information. C'était peut-être plus confortable d'être médecin il y a 50 ans, je ne sais pas, parce qu'au moins on avait moins d'opposition. Aujourd'hui, les gens ont énormément d'informations. 50% des gens vont voir l'information de la santé sur Internet, et parfois ils connaissent des choses qu'on ne connaît pas. Et je pense que c'est intéressant de réfléchir à une approche centrée sur le patient, voire à une approche de vraiment patient partenaire, avec des gens qui influencent le design d'études, qui influencent avec leur vision naïve, fraîche sur les problèmes, la façon dont on appréhende tout ça. Alors, il n'y a probablement pas un modèle qui est parfait et l'autre qui est lamentable, mais je pense que comme monde médical, on doit probablement évoluer vers la droite et être plus dans une approche collaborative par rapport à tous ces problèmes-là. Et donc la vaccination, c'est complexe parce qu'il y a beaucoup d'acteurs, il y a l'industrie qui nous fait les vaccins magnifiques et dont on a besoin. Il y a les acteurs de santé publique qui aident à faire toutes les campagnes de santé publique. Les patients partenaires sont là, les chercheurs sont nécessaires et les vaccinateurs. Et c'est un travail de groupe, bien entendu. Mais alors on voit qu'en fait, en réalité, c'est encore plus complexe que ça. On a le monde politique et national et européen aussi, parce que finalement, ce sont la maladie ne s'arrête pas à la frontière. Voilà, il faut une réflexion, à mon sens, assez européenne, tout en tenant compte des problèmes locaux. On a besoin du législateur aussi, peut-être, rendre ou pas l'obligation vaccinale, la rendre ou pas obligatoire. On a tout ce qui est soignants, pharmaciens, étudiants, associations professionnelles, finalement tous les acteurs qui peuvent aider à co-créer les contenus et qui vont nous aider à personnaliser les médias sociaux, les associations de patients, à ne pas oublier le grand public et les influenceurs qui ne faisaient pas non plus partie finalement des cibles qui sont touchées potentiellement par ceci. Et alors une question fréquente qu'on nous pose dans les médias, je crois que toi Pierre, on te l'a posé quasi à chaque fois que tu t'es exposé au discours médiatique, quelle est la place? Qu'est-ce qu'on donne comme place pour les personnes qui ont des doutes? C'est sain d'avoir un esprit critique, de se poser des questions, mais voilà, quelle place leur donner quelque part dans les médias quand on voit l'influence qu'ils peuvent avoir finalement sur un public mal ou peu informé. Donc voilà, ça c'est une question assez délicate et pour laquelle on n'a pas vraiment de réponse tranchée. Alors, en termes de, moi pour conclure, donc, je vais repartir un petit peu sur les bonnes pratiques pour le futur, donc décliné à 360 degrés, donc là c'est un petit peu le visuel, que j'ai ensuite décliné assez détaillément, de façon détaillée. Donc les campagnes officielles doivent être construites dans une stratégie multicanale, donc c'est-à-dire qu'on essaye de brosser assez généralement tous les canaux possibles et imaginables et essayer de co-construire le plus possible pour englober davantage de stakeholders aussi qui sont des relais, y compris les professionnels, y compris les personnes de confiance qui sont proches de la cible finalement, comme par exemple les soignants. Il y a un travail à faire sur l'hésitation vaccinale au sein des professionnels, et ça je pense que c'est finalement une de nos missions
aussi à l'hôpital et dans nos réseaux, de pouvoir contribuer quelque part à ça, et qu'on est en tant finalement hôpital un maillon de la chaîne, c'est un petit peu ça, et que finalement on doit être actif sur plusieurs terrains pour être efficace. Voilà, rendre le discours plus personnel, donc Pierre en parlait, mais en termes de communication c'est la même chose, on doit rendre ces campagnes plus vraies. Donc, par exemple, l'idée des youtubeurs est vraiment chouette. On voit qu'on a aussi cette notion d'exemplarité du soignant, mais donc la proximité des messages du soignant qui va partager sa propre expérience en tant que parent, aussi importante. On va co-créer des visuels, des infographies, du contenu vidéo. Il faut que ces contenus soient dans des tonalités et des canaux modernes, mais co-créés avec les groupes cibles. Maintenant, imaginez créer une communication envers les soignants sans consulter les soignants n'est plus concevable, parce qu'on n'est pas certain d'avoir été efficace dans le message. Et alors, essayer d'impliquer le plus possible les associations de patients, en tout cas au niveau nous de l'hôpital, ça c'est une des pistes qui est envisagée. Dialoguer entre pairs et entre métiers, donc on a effectivement encore un besoin finalement d'approfondir certains domaines, et donc de continuer à multiplier les interventions avec des données actuelles. On doit pouvoir faciliter cette diffusion d'informations entre pairs, par exemple via des webinars, la mise en ligne de présentations sur des plateformes, et faire une espèce de reporting aussi sur les médias sociaux pour retrouver toutes ces informations assez facilement. Mais donc là, on a aussi toute une partie d'éducation à la communication pour les scientifiques, pour les professionnels, pour qu'ils arrivent à vulgariser leur contenu et à le rendre accessible en tout cas. Et alors, cette dialoguer entre métiers, donc nous, on se rend compte dans notre pratique, c'est très enrichissant en fait d'avoir quelque part la source de l'information pour savoir un petit peu quelle orientation prendre, et puis moi avoir une vision plus globale, stratégique. Ça nous a permis d'enrichir en fait notre approche à l'hôpital des enfants avec succès. Étendre les partenariats. Donc en termes, par exemple pour l'industrie, le développement de propres thématiques pour arriver à plus de transparence par rapport au processus de production d'un vaccin, par rapport à tiens, comment ça se fait qu'un vaccin met autant de temps à arriver sur le marché, qu'est-ce qui est derrière. Mais il faut que ce soit vraiment indépendamment quelque part des campagnes et des chercheurs pour leur garantir de se préserver des conflits d'intérêts, parce que finalement c'est un petit peu ce qui va, en tout cas en termes d'antivax, je pense que toi tu as été déjà la cible de plusieurs attaques. Se préserver des conflits d'intérêts est indispensable en fait pour rester crédible. Donc prendre le temps, nous en tant que professionnels, de vérifier l'information qu'on publie est aussi gage de crédibilité en fait vis-à-vis de notre public. Et alors mesurer, ça prend du temps, c'est fastidieux parfois, mais les groupes cibles évoluent, ces groupes cibles qui sont finalement très très divers dans le groupe d'hésitation vaccinale est à segmenter, est à étudier entre les campagnes pour voir un petit peu comment il évolue, et alors mesurer, communiquer l'efficacité des campagnes et le communiquer aussi de façon large entre les différents acteurs qui sont impliqués dans la communication pour pouvoir apprendre les uns des autres des succès et des échecs parfois. Voilà, et c'est un modèle qui a été décrit il y a quelques années déjà, et ce sur quoi je voulais peut-être insister, c'est la confiance qui vient un peu partout dans ce domaine, dans ce schéma qui regroupe un peu tout ce dont on a discuté, mais la confiance est assez clé. Je pense que la confiance des Anglais dans leur programme de vaccination est un des éléments vraiment de leur succès. La vaccination et la confiance dans la vaccination est une priorité de santé publique aujourd'hui. Je pense qu'il y a une large prise de conscience par rapport à ça. Maintenant, il faut fédérer une réaction et une solution. Je ne pense pas qu'il existe une réponse simple à un problème complexe.
on a une tentation de se dire parfois peut-être, mais rendons ça obligatoire et puis on n'en parle plus. À titre personnel, je pense que c'est peut-être un des éléments de la solution, mais c'est certainement pas le seul. Et en tout cas, si ça se considère, ça ne peut se considérer à mes yeux que dans une large campagne d'information, de structuration. Et il y a peut-être, en tout cas, d'autres pays qui y sont arrivés sans avoir recours à cette option-là. Bâtir la confiance sur le long terme, et cette confiance, ce n'est pas seulement vis-à-vis de la population, c'est aussi entre les experts, c'est aussi entre les disciplines, c'est aussi entre le nursing et les médecins, c'est aussi entre les différentes universités de ce pays, pour avoir une réponse coordonnée, efficace et qui touche notre population. La multidisciplinarité semble vraiment importante. Il y a plein de sujets qu'on ne domine absolument pas et je crois qu'on n'y arrivera pas tout seul. Et puis peut-être qu'il faut aussi un peu essayer de réfléchir autrement, voir les expériences qui ont été faites ailleurs et qui ont été menées avec succès, pour voir si on ne doit pas, pour certaines choses, changer un peu notre façon de faire. Voilà, alors on en a fini, mais on voudrait vraiment remercier toutes les personnes qui ont généré toutes ces discussions pendant des années. Il y a tous les collaborateurs du JF. Je suis très content de voir Béatrice Fenen qui est présente ici ce soir, mais ils sont tous quelque part intéressés. Il y a l'équipe de la vaccination de l'ONE, Paloma Carrillo et tous ses collègues qui font un gros boulot, Michel Goldman, Marie Meunier, qui développent vraiment une thématique intéressante. Olivier Klein et son équipe dans la faculté de psychologie qui rentrent dans la thématique et qui ont vraiment plein d'idées intéressantes. L'équipe de l'hôpital des enfants, mais aussi l'équipe de Saint-Pierre qui a fait beaucoup de choses, la Société belge de pédiatrie est désireuse de s'investir encore plus là-dedans. Et puis il y a vraiment tous les acteurs, tous les défenseurs, les vaccinateurs qui sont porteurs de toute cette thématique-là. Voilà, et alors simplement on a mis deux petits sites, des ressources intéressantes avec des sites de vulgarisation, des sites qui seront disponibles pour vous si ça vous intéresse. Merci. Merci pour ce remarquable exposé et puis pour ces perspectives très enthousiasmantes pour améliorer finalement cette problématique. Alors je crois que M. Boucher a encore le temps pour quelques questions. Oui, merci. Mais je signale aussi que pour ceux qui auraient besoin d'une attestation de présence, il y a des documents. On va peut-être vous laisser d'abord, si vous avez une autre question. Bonsoir, merci beaucoup, c'était très très intéressant. Ma question c'était par rapport à l'hésitation vaccinale. Que pensez-vous que doit faire l'industrie pharmaceutique, vous en tant qu'expert, dans ce domaine-là? Quel est notre rôle? Je dis note parce que je travaille pour GSK. C'est une question difficile hein, parce que vous êtes un peu coincé. Hein. Vous êtes dans une position... Qu'est-ce que vous pouvez faire? Je pense qu'il y a toute une série de choses que vous faites déjà, qui est de maintenir vos portes ouvertes par rapport à une discussion et un dialogue avec les différents acteurs. Je pense que vous avez peut-être un rôle important aussi en termes de relais vis-à-vis des politiques. Que vous avez peut-être parfois des possibilités d'influencer certaines politiques qui sont complémentaires à nos propres capacités de le faire, et qu'à ce niveau-là, il y a vraiment, je crois, un intérêt à investir dans des campagnes d'information, à investir dans de la formation, et in fine, tout ça demande des ressources. Et la prévention n'est vraiment pas quelque chose pour lequel on a facilement de l'argent. Et là, peut-être que vous avez un rôle d'aider à convaincre les décideurs politiques d'investir dans cette prévention et dans l'étape avant l'injection. C'est-à-dire que pour que nous, industrie, puissions injecter dans les meilleures conditions avec nos partenaires vaccinateurs, il y a tout un travail en amont pour lequel on a besoin de soutien. Ça me semble deux pistes. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Maud, je ne sais pas si tu veux... Mais moi, je trouverais intéressant que vous travailliez sur la notion de transparence et de quelque part de franc-parler, quelque part par rapport
à votre activité, à la façon dont les vaccins sont produits. Je crois qu'il y a une curiosité aussi quelque part. La peur est peut-être quelque part dans la curiosité de ne pas savoir comment c'est fait. Donc participer aux universités des enfants, par exemple. Essayer pourquoi pas d'ouvrir vos portes. Je sais que ce sont des lieux qui sont très très protégés, mais voilà, nous on ouvre aussi pas mal la porte de l'hôpital en fait. Aux médias on fait des immersions, on fait pas mal de choses, c'est assez cadré, mais on fait des tournages au quartier opératoire pendant qu'un enfant se fait opérer. Ça, on arrive à le faire. Donc voilà, on a des conditions d'hygiène bien sûr à respecter, mais je crois que les médias sont aussi très conscients de ces choses-là. Et si on trouve finalement des partenariats, des gens qui vont vraiment aussi, quelque part, le journaliste qui a envie d'aller débusquer quelques fake news par rapport au monde pharmaceutique, pourquoi pas. Voilà, c'est un public cible peut-être à essayer d'identifier et d'essayer de trouver des relais. Maintenant, sans langue de bois, voilà, il faut essayer d'être le plus transparent possible, le plus honnête possible par rapport à votre démarche et pourquoi vous le faites aussi. Parce que finalement, si vous arrivez à communiquer que vous le faites parce que vous êtes conscient finalement de votre mauvaise réputation et qu'elle n'est pas forcément justifiée, voilà, il faut pouvoir réussir à développer un discours par rapport à ça. Et en fait, c'est un processus qui sera là probablement assez long, parce que c'est une question de confiance. Moi, j'avais entendu à l'ADVAC un exposé fait par un groupe industriel français qui montrait combien la production de vaccins était contrôlée. Et c'était extrêmement intéressant. Et une de ses conclusions, c'était « un tiers de mon temps, je le passe en contrôle ». Que ce soit le CDC, l'EMEA, l'Europe, la France, la province. Et c'était vraiment... Le degré de précision et d'orfèvrerie que vous avez dans vos produits, les gens ne le connaissent pas. Et ça, je pense que c'est peut-être un des messages qui pourrait être diffusé plus largement, quoi. Parce qu'ils ont parfois le fantasme que ça se fait sur un coin d'une table, en s'en foutant de tout. C'est pas exactement votre réalité. Et ça, je pense que c'est quelque chose, un message peut-être à faire passer plus. Oui, et puis aussi, il y a peut-être aussi effectivement les soutiens de recherche et de projets qui sont encore maintenant finalement pas assez soutenus, et donc que les chercheurs eux-mêmes n'arrivent pas encore à mettre au point, parce que voilà, ça je crois que ce sont des soutiens potentiels, ou en tout cas réussir à promouvoir l'innovation quelque part aussi comme valeur, en disant c'est pour faire avancer aussi la société en général. Le chapitre hors monde médical est intéressant, et je pense notamment tout ce qui touche au monde scolaire. À la fois, je pense qu'il serait très intéressant de peut-être se réintéresser à la problématique comment la vaccination est enseignée dans l'enseignement primaire et dans le secondaire par les professeurs de biologie. Comment cette matière est au programme, comment est-elle enseignée, comment les inspecteurs vérifient que les enseignants donnent bien la bonne information sur la problématique. Ça, c'est une première chose. Donc là, c'est un travail des pouvoirs publics, des autorités, à encadrer ces choses. Deuxième élément, ne pas perdre de vue que le monde de l'enseignement et les enfants sont un très bon vecteur pour faire modifier le comportement de certains parents qui ont des tendances à se mettre en marge. Pour une simple petite chose, savoir par exemple que toute la politique de traitement des déchets, du tri sélectif des déchets domestiques, c'est rentré par les canaux de l'école. C'est par l'école primaire, c'est par les campagnes qui ont été faites, par le matériel didactique qui a été donné aux enseignants, que l'on a fait et on a permis à faire passer le message. Les enfants revenant à la maison interpellent les parents en disant « mais pourquoi tu jettes ça dans tel emballage ?» etc. Des campagnes qui ne visent pas à stigmatiser de manière méchante, mais à quand même mettre en évidence « tiens, pourquoi moi je ne suis pas vacciné ? Tiens, j'ai appris la vaccination à l'école, tous mes copains sont vaccinés, moi pas, pourquoi ?» Ça, c'est déjà peut-être quelque chose d'intéressant. Pour certains vaccins dont les rappels se font à l'école primaire,
les campagnes de second vaccin, puisque c'est seul. Enfin, moi j'entendais dans les médias récemment sur la rougeole qu'une partie du mauvais taux de vaccination, c'est parce que le deuxième vaccin n'est pas donné. Or, il se fait à l'âge où l'enfant est à l'école primaire. Je me souviens quand j'étais petit des campagnes de tuberculose où on venait à l'école et on nous faisait avec la petite. On nous faisait des petites griffes sur le bras. Pourquoi on ne pourrait pas vacciner, donner le deuxième vaccin à l'école, gratuitement, à l'école, pas de problème des parents qui doivent emmener au centre médical et autres. Donc l'école est un vecteur très intéressant à prendre en compte, je pense. En tout cas, voilà, ça c'était une première réflexion. Et alors une petite réflexion sur ce qui m'intéresserait de savoir sur la situation particulière de la France, vous avez montré au travers en Europe. Est-ce que c'est lié quand même à la multiplicité des scandales de santé publique qui ont eu lieu en France au cours de ces 20 dernières années, en commençant par le sang contaminé, le Mediator et consorts, qui sont autant de sujets. Et alors, petite question, là c'est vraiment une question, est-ce qu'il y a des études qui montrent la différence entre les pays où c'est obligatoire, poids de l'État, centralisé, on oblige avec les 11 vaccins et autres machins, et les pays qui ont des taux beaucoup plus élevés et où il n'y a rien d'obligatoire, mais ça se fait, je dirais, dans un processus normal. Mais en fait, je vais juste peut-être revenir par rapport à l'école. Hein. C'est une très bonne idée, je pense, d'aller étudier de ce côté-là les pistes. Je sais aussi qu'on vaccine déjà à l'école. Et je crois qu'effectivement, impliquer les enfants sont assez efficaces et assez persuasifs. Et on a vu ça aux États-Unis, notamment avec des ados qui disaient mes parents, je comprends pas, ils veulent pas me vacciner, moi je vais aller tout seul chez le médecin et me faire vacciner. Ils ont eu en fait un écho médiatique assez fort aussi aux États-Unis et ailleurs. Et je crois que c'est important de pouvoir montrer ce côté un petit peu autodétermination des enfants qui réfléchissent. On a des enfants qui réfléchissent. On leur apprend quelque part déjà un petit peu l'esprit critique. Hein. Et ils sont très très influencés parce qu'ils peuvent éponger quelque part dans les médias et dans le discours et qui sont capables de s'autodéterminer en partie. Pour la question relative à la... C'était quoi la deuxième question ? Il y avait le constat de la France, ça c'est une différence entre l'obligation. Oui. Mais ça, je vais te laisser toi pour la... Donc il y a de la PSE, donc on vaccine gratuitement à l'école. Ça se fait, c'est un programme qui est actif, qui pourrait être plus fort, qui pourrait être renforcé, qui pourrait être plus agile, mais il existe, il est présent. Donc on peut le renforcer. Par rapport à la comparaison, je ne pense pas, peut-être qu'il y a quelqu'un d'autre qui a une réponse plus claire, mais qui a une comparaison claire. Et donc ce que vous dites est ce qu'on sait, c'est-à-dire que probablement que la vaccination, l'obligation, en tout cas à court terme, augmente les taux de couverture. En termes d'enjeux de confiance, ça pose des questions potentielles. Et il y a des pays qui arrivent à des très beaux taux de couverture par d'autres moyens. Maintenant, il y a tout un éventail. On n'a pas eu le temps de parler de tout. En Australie, il y a une forme de si vous ne faites pas vacciner vos enfants, vous perdez vos allocations familiales. En Allemagne, on parle de 2500 € potentiellement. En Angleterre, on paye les médecins. Chaque vaccin, c'est 5 pounds. Donc il y a un éventail de mesures qui sont possibles, mais toutes convergent quand même vers les enjeux de confiance. Et vraiment une comparaison, est-ce que c'est mieux ça ou ça, on n'a pas la réponse à cette question. J'ai quelques questions. Est-ce qu'on a déjà fait une étude qui compare une population vaccinée avec une population non vaccinée? En termes d'efficacité du vaccin, vous voulez dire? En termes de suivi de leur santé? Donc, on a au jour d'aujourd'hui, si vous me proposez de faire à l'hôpital des enfants une étude randomisée double aveugle entre un vaccin et un placebo, moi, je ne la ferai pas, parce que je pense que c'est non éthique. Donc, ce n'est pas quelque chose qu'il est possible de faire aujourd'hui, parce que le bénéfice, toute la connaissance emmagasinée par rapport à la vaccination rendrait une telle étude non éthique.
Par rapport à votre question, que je comprends, hein, sur un point de vue théorique, elle est tout à fait logique, on a des comparaisons historiques, on a des comparaisons entre les non-vaccinés et les vaccinés, on connaît l'histoire des enfants, et donc on a des données de manière indirecte. On n'a pas, si je comprends la question sous-jacente, on n'a pas une étude parfaite, randomisée, double aveugle, vacciné, non vacciné. À ma connaissance. Il y a une autre. Parce qu'on les a déjà faites. Parce qu'on les a déjà faites. Les études ont été faites. Ouais. Où est-ce qu'on peut vérifier ça? Au moment où on a commencé à introduire les vaccins, il y avait une partie de la population qui n'était pas vaccinée, il y avait une partie de la population qui était vaccinée. Donc, Avant l'introduction du vaccin, vous avez votre population qui n'est pas vaccinée. Après l'introduction du vaccin, vous avez la population vaccinée. Donc vous allez faire une étude des deux et voir si le vaccin a une influence ou pas. quand un nouveau vaccin arrive dans un programme, on a la première étude qui se fait quelque part, et il n'y a aucun enfant qui est vacciné. À ce moment-là, il y a une étude randomisée comme vous suggérez. Parce que moi j'ai cherché des études et je ne l'ai pas trouvé. Elle est là. Elle est simplement là, puisque avant qu'on invente un vaccin, on a une population vaccinée et on voit ce qui lui arrive. Après l'introduction du vaccin, on voit ce qui lui arrive plus. Et donc on sait faire la comparaison entre les deux. On sait dire, voilà, prenons tel type de personne, est-ce qu'elle meurt encore ou est-ce qu'elle, comme elle mourait avant ou pas? Oui, on sait comparer les deux. Non, par exemple, le polio, une autre explication, selon un autre point de vue, était que la courbe était déjà en train de descendre au moment que le vaccin était introduit. Moi, je suis philosophe dans cette question. Je suis ni contre ni pour. Je suis à la recherche de la vérité et en ce qui concerne la vérité, je me demande comment vous expliquez le fait que dans des autres pays, ils ont des bases de données formellement récoltées par des médecins qui comprennent les rapports par des médecins des effets adverses des vaccins. Je pense qu'aux États-Unis, ça s'appelle VAERS, Vaccine Adverse Event Reporting System. Et chaque année, selon ce que je lis, il y a 6000 rapports par les médecins, selon eux, après avoir vacciné les enfants, y compris ceux qui sont morts. Et alors, comment vous expliquez ça? S'ils sont si cette étude-là, c'est une étude dans le pédiatrique où effectivement il y a 67 morts, si je me souviens bien, dans le mois qui suit une vaccination et 600 dans les 2 ans. Sauf que c'est l'incidence normale et quand on va regarder les causes, ce sont des accidents de la route, ce sont des choses qui n'ont rien à voir avec la vaccination. Et par rapport à la surveillance, elle est faite partout, elle est faite en Belgique, tous les médecins peuvent déclarer des effets et c'est surveillé au niveau mondial. Donc ça, c'est pas le moins de Vous répondez par la question de comment vous expliquez cette base de données et si les vaccins sont si bénins que vous prétendez. J'ai une autre question, plutôt philosophique, en bref. Si l'industrie nous a menti à plusieurs instances sur leurs produits et la nocivité et les risques de leurs produits, par exemple le virus, entre autres, s'ils ont été prouvés publiquement de nous avoir menti, pourquoi nous devons les croire par rapport à ce produit? Donc vous n'êtes pas obligé de croire l'industrie, mais c'est, je pense, raisonnable de croire à la santé publique d'un pays, des études. Personnellement, et vous avez le droit d'avoir un avis différent, mais personnellement, je pense que tout ça est extrêmement contrôlé et qu'il y a au moindre signal de sécurité. On a un jour arrêté un vaccin contre le rotavirus. On sait bien que les infections au rotavirus tuent beaucoup de monde, beaucoup d'enfants. Il y a eu un risque d'invagination qui est une complication embêtante mais pas gravissime. Et avec un taux de complications
très faible, le vaccin a été arrêté. Donc si un jour il y a un signal de sécurité sur un vaccin, le vaccin sera arrêté, je n'ai aucun souci avec ça. Mais je n'ai pas les mêmes sources d'informations que vous, et il n'y a pas de signal. Au contraire, je pense qu'il y a une prudence excessive par rapport à ce sujet. Je suis historien, et en particulier historien m'intéressant à la démographie au Moyen-Âge. Je pense que l'intervention est intéressante, de la même manière que la carte que vous avez montrée montre que finalement les zones blanches dans l'hésitation vaccinale sont les zones où l'épidémie est encore présente. J'aurais tendance, moi, comme historien, à répondre, je préfère vivre dans un monde d'après la vaccination contre la variole, que dans un monde d'avant la vaccination contre la variole. Parce que la variole a tué au XVIe, au XVIIe, au XVIIIe siècle des proportions extrêmement importantes de la population. Alors, la réflexion que je peux avoir comme scientifique, c'est de me dire que probablement, en dehors de tout ce qui est multidisciplinaire et qui est un effort convictionnel, il reste la distance de plus en plus grande qu'on a par rapport à la situation du passé. Ça me frappait quand on a produit pour la première fois des vaccins, des sérums antirabiques en Belgique. On est en 1911. Un enfant qui a été mordu par un chien enragé en Belgique n'a d'autre solution que de prendre le train pour aller à Paris. Donc, j'ai souvent le sentiment et ça m'a vraiment frappé à propos de la rougeole, qui est une maladie qui est bien connue dans le passé et dont on connaît les effets. J'ai souvent le sentiment qu'on ne fait pas suffisamment d'efforts pour faire mesurer le progrès et le fait qu'il y a un monde d'avant et d'après la vaccination. Et on le voyait bien que quand il y a une épidémie de grippe, aujourd'hui, la couverture média va être importante, les gens vont dire qu'est-ce que c'est, est-ce que le vaccin va vraiment me protéger, on va parler de taux de mortalité, de létalité de la grippe, on n'entend pas ça à propos de la rougeole. On n'imagine pas un monde avant, vous avez montré ces photos de la polio. Moi je suis né en 1958. L'angoisse vis-à-vis de la polio, qui était une maladie émergente, a été énorme. Qui aujourd'hui connaît quelqu'un qui se déplace avec des béquilles parce qu'il a eu la polio aussi. Peut-être qu'il y a un aspect d'éducation, et ça passe par l'école aussi, pas uniquement les cours de biologie, mais une capacité à mesurer la distance du monde qui a heureusement disparu. Merci. Je propose que cette intervention soit un mot de la fin. Je pense que c'est très beau, une très belle remise en perspective du futur par rapport au passé. Et je vous remercie d'avoir terminé cette séance.